Bienvenue dans cet iceberg dédié au Seigneur des Anneaux et à la Terre du Milieu. Avant de commencer, je vais vous dire qu'est-ce que c'est le but d'un iceberg comme celui-ci et d'où vient le même iceberg en fait. Parce que pour les 2-3 au fond de la salle qui dormaient ces derniers mois, vous verrez que c'est un format qui est relativement beaucoup utilisé ces temps. Il s'agit par exemple de faire une liste de faits sur un univers, une licence, un jeu vidéo ou quoi que ce soit, ou par exemple le légendaire de Tolkien comme je suis en train de le faire maintenant, et de les classer par ordre de faits connus au moins connus. Donc le plus connu sera dans le ciel, tout en haut, la surface, tout ça de l'iceberg. Et le moins connu, petit à petit, sera tout en bas dans les abysses, et voire même en dessous des abysses, pour les faits que personne ne connaît ou que peu de monde connaissent. Évidemment, vous ne serez pas sans savoir que dans le Seigneur des Anneaux, c'est quelque chose qui est difficile à imaginer. Qu'est-ce qui est connu, qu'est-ce qui n'est pas connu des gens, étant donné que tout est disponible dans des livres qui sont pour la plupart disponibles. Et je vais pas aller dans ce qui n'est pas canon dans cet épisode, on va essayer de rester dans l'univers canon du Seigneur des Anneaux. Et pour les 2-3 trucs qui sortiront du canon par défaut du Seigneur des Anneaux, ce sera mentionné, ce sera assez bas dans l'iceberg. Mais c'est des choses qui sont assez influentes sur l'univers quand même pour que j'en parle. Donc, avant toute chose, et avant de commencer, j'aimerais vous dire de vous abonner parce que je vous vois là qu'il y en a nombreux, vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés et je suis certain qu'il y a quelque chose qui vous fera plaisir sur ma chaîne. Si c'est pas cette vidéo là, ce sera une autre. Du coup, on va commencer sans plus attendre avec la partie 1. Le ciel. La pleine lumière du jour éclaire encore cette section que la plupart des fans nouveaux ou anciens connaissent, parce que la plupart des sujets abordés ici sont abordés aussi dans les films de Peter Jackson. Numéro 1. La Terre du Milieu. Oui, je sais, le premier sujet avec lequel on commence est bateau, mais la Terre du Milieu, la carte que vous voyez là maintenant, c'est quand même un truc assez important, parce que la Terre n'a pas toujours eu cette forme-là. Il faudra attendre de plonger bien plus en profondeur dans l'iceberg pour connaître les événements des premiers âges du monde et de la carte à cette époque reculée dont seuls les elfes conservent la mémoire de nos jours. Du coup, on va directement continuer pour le chapitre 2, la communauté de l'anneau. Et oui, la communauté de l'anneau, c'est le nom du premier livre et du premier film du Seigneur des Anneaux. C'est aussi le nom des 9 marcheurs qui forment une compagnie contre les 9 Nazgûl qui sont mauvais. Les Cavaliers Noirs, évidemment, vous les connaissez. On en parle un peu plus loin. Cette communauté, elle a été créée à Fontcombe le 25 décembre 3018, et c'est là qu'elle prend la route pour aller jusqu'à la montagne du destin, dans le but de mener Frodo à la destruction de l'anneau, ce qui sera fait le 25 mars 3019 du 3e âge. Évidemment, cette communauté, elle est formée de 9 membres, et les 9 membres sont Frodon, Sam, Merry, Pippin, Aragorn, Legolas, Gimli, Boromir et Gandalf, pour guider la compagnie. Mais évidemment, comme vous savez, certains n'arrivent pas au bout, certains partent pour revenir et tout ça. C'est l'histoire du Seigneur des Anneaux que je vous conseille de lire ou de regarder, parce que c'est toujours bien de regarder un bon vieux film. Chapitre 3. Sauron. Sauron, le Seigneur des Ténèbres, le grand ennemi, tout le monde le connaît, c'est l'ennemi principal du Seigneur des Anneaux, évidemment. Il est vêtu de son armure noire et de sa malveillance. Il souhaite asservir les peuples libres de la Terre du Milieu sous l'ombre du Mordor. Sauron est plus vieux que le monde et d'origine quasi divine. Il se nommait alors à cette époque Mairon, et il était peut-être pas aussi mauvais que ce que vous pouvez croire. Mais ça, on en reparle un petit peu plus bas, il va falloir encore un petit peu nager en profondeur pour parler de Sauron à nouveau, même si il va être là en périphérie de beaucoup d'histoires. Chapitre 4. L'anneau unique. L'anneau unique est un ancien artefact créé par le Seigneur des Ténèbres, Sauron, un âge avant le Seigneur des Anneaux, dont le but de régner sur les peuples libres de la Terre du Milieu, principalement les elfes. Comme tous les anneaux de pouvoir, l'anneau unique renforçait les pouvoirs naturels de son porteur et pouvait également être utilisé pour ralentir la décomposition et le changement dans le monde. Mais contrairement aux autres anneaux, l'anneau unique fut forgé par Sauron tout seul, sans aucune aide elfique. Et
il était entièrement maléfique cet anneau. Une personne portant l'anneau pouvait par exemple plus facilement dominer et commander les autres. Par exemple, c'est ce stratagème que Sauron a utilisé pour convaincre les Númenóréens d'attaquer Valinor, entre autres. Boromir souhaitait par exemple aussi utiliser cet anneau pour obtenir des sujets loyaux et qui attaqueraient en son nom le Mordor. L'anneau permettait également à son porteur de voir et de contrôler les pensées de toute personne portant un autre anneau de pouvoir, dans la mesure et dans la limite des pouvoirs de chacun évidemment. Chapitre 5, Gondor et Rohan. Gondor et Rohan sont deux des principaux royaumes des hommes en Terre du Milieu. Ils sont tous les deux dirigés par des rois et ont leurs coutumes et leurs traditions propres. Ainsi, le Gondor veut littéralement dire « pays de la pierre », et ce nom désigne parfaitement les terres situées entre les montagnes blanches et la mer. Ce royaume a été fondé par Isildur, Anarion et leur père Elendil après la chute de Númenor. Le Rohan signifie pays des chevaux, et là encore c'est un pays qui porte très bien son nom, étant donné que les Rohirrim, nom du peuple qui y vit, portent un amour extrême à leurs chevaux. Ils sont d'ailleurs les plus habiles à monter parmi tous les hommes de l'Ouest. Le Rohan a été fondé par Eorl le Jeune quand la province de Calenardon lui fut offerte par l'intendant Cirion en récompense de services rendus à la bataille de champ de Celebrant. En touchant la surface de l'eau claire, vous serez toujours en terre connue. En tout cas, si vous avez visionné les versions longues du Seigneur des Anneaux et que vous avez porté attention à quelques détails. Chapitre 1. Les Nazgûl. Les Nazgûl sont représentés dans les films par des cavaliers vêtus de longs manteaux noirs et bottés d'acier. Mais en réalité, ils sont les serviteurs les plus mortels de Sauron. Détenteurs originels des 9 anneaux de pouvoir des hommes, ils ont été corrompus par leur pouvoir et ont rejoint Sauron. L'identité des Nazgûl est très obscure. Pour certains, ce sont des hommes du Sud, mauvais de base. Pour certains, ce sont des orientaux, des mages, des guerriers ou des héros. Mais certains seraient peut-être issus de la noblesse núménoréenne, qui sait. Aucune information très claire n'est donnée à ce sujet. D'ailleurs, vous voulez un petit fun fact marrant? Il est possible d'entendre un Nazgûl dans Dark Souls, le premier du nom. Écoutez ce son-là. Et maintenant, regardez cet extrait de Dark Souls. C'est troublant, hein? On les met ensemble? C'est le même son. C'est littéralement le même son. Du coup, je mets ça là comme ça. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait la référence. Ou en tout cas, peu de monde la mentionne. C'est peut-être juste pas grand chose. Mais l'hommage est très bon. Bien que je comprends pas pourquoi un corbeau, même si c'est un corbeau de Velka, fait un bruit de Nazgûl. Chapitre 2. Le mariage de Sam. Dans le Seigneur des Anneaux, chaque personnage possède une histoire et un destin. Celui de Sam, héros parmi les héros, ne fait pas exception. À son retour de Mordor, il se marie avec Rose Shawmin, dit Rosie. Et ensemble, ils ont 13 enfants. Est-ce qu'on se fait une petite liste? Est-ce qu'on se nommerait pas ces 13 enfants? Allez, c'est parti. Il y a Elanor, Frodo, Rose, Merry, Pipin, Boucle d'Or, Amphast, Daisy, Primrose, Bilbo, Ruby, Robin et Tolman. Mais pour le destin tardif de Sam, faudra attendre un peu, même si là, il a été plutôt productif. Chapitre 3. Éowyn est amoureuse d'Aragorn. La vierge guerrière prisonnière à la garde d'un oncle dont la santé décline et est gardée du danger par son frère. Elle aspire à une vie de gloire et de hauts faits. Mais sa position ne lui permet pas de les accomplir. Quand elle rencontre Aragorn, héritier des rois et à l'honneur déjà immense, elle tombe instantanément sous son charme et l'aime d'un amour profond, jusqu'à ce jour à Dunaro, quand Aragorn part sur les chemins des morts et laisse Éowyn détruite et désespérée derrière lui. Un amour déçu qui sera toutefois un petit peu mieux comblé plus tard. Vous comprendrez. 4. Éomer devient roi. Lors de la bataille de Minas Tirith, les champs de Pelennor, Théoden, roi du Rohan, meurt après sa charge des Orientaux et Haradrim. Il est cependant noté que peu avant sa mort, il put nommer Éomer de la Marche, roi du Rohan. Éomer fut un roi particulièrement aimé et au règne long et prospère. D'ailleurs, il se marie avec Lothiriel d'Amroth, la fille du prince Imraïl, ce qui fait que le Rohan aura du sang elfique dans l'avenir. 5. L'immortalité des elfes. Les elfes de la Terre du Milieu ne sont pas atteints par l'âge, contrairement aux hommes. L'immortalité est le don des elfes et la mortalité est le don des hommes. Ils peuvent continuer à vivre
et à vivre encore durant plusieurs millénaires. Ainsi, l'elfe le plus vieux du Seigneur des Anneaux, c'est Círdan, car il naquit à Cuivennen, là où les elfes s'éveillèrent. Mais son âge est difficile à calculer, à cause de la différence entre une année des arbres et une année du soleil. Pourquoi c'est difficile à calculer? Tout simplement parce que Tolkien n'a jamais statué très clairement sur la durée d'une année des arbres, par rapport à la durée d'une année du soleil. On sait qu'une année des arbres est beaucoup plus longue qu'une année du soleil, mais à quel point, c'est pas très précis. Si quelqu'un a une précision, n'hésitez pas. En tout cas, l'âge de Círdan se compte, en tout cas en millénaires. Maintenant que la surface a été effleurée, plongeons ensemble dans le royaume d'Ulmo et laissez-vous environner par les eaux claires. Chapitre 1. La libération de la comté. À la fin du Retour du Roi, il est montré dans les films que les hobbits retrouvent une campagne presque inchangée depuis leur départ. Cependant, la comté ne fut pas épargnée durant leur absence. Dès le départ de Frodo, le fils des Saquets de Besace, Lotho, se prit à rêver de grandeur et commença à prendre le pouvoir en comté. D'abord en envoyant des marchandises au loin par la route du sud, puis en faisant appel à des bandits pour gérer ce que les hobbits ne pouvaient plus. Il se fit appeler le chef, abandonnant par là le nom de Saquet, au plus grand bonheur de Frodo, et il menait la vie dure aux hobbits. Les bandits toutefois commencèrent à piller et à détruire selon leur propre bon vouloir. Peu avant le retour des 4 hobbits, un bandit nommé Charcou avait pris la tête et détruisait un maximum. Les hobbits durent alors nettoyer la comté de ce que Sam trouvera similaire aux Mordor et aux orques. Ce qui mènera à une révélation finale qui est le chapitre 2, la mort de Saruman. Charcou est en réalité un nom affectif que les orques donnaient à Saruman en Mordor, dérivé du langage noir Charcou, vieil homme. Ainsi donc, c'est devant cul-de-sac que les hobbits purent retrouver Saruman et Grima, essayant de faire un maximum de mal aux hobbits. Grima poignarda Saruman et les hobbits tuèrent Grima. Voilà la réelle fin de Saruman et de Grima, même si c'est pas la dernière occurrence dans cette liste. Chapitre 3. Beleriand. Longtemps avant le Seigneur des Anneaux, longtemps avant Eregion et les Anneaux de Pouvoir, il existait un continent, maintenant perdu et immergé, nommé Beleriand. C'est sur ce dernier que prennent part une grande partie des histoires contées dans le cryptique Silmarillion. Bien que les gens peuplant ce continent doivent attendre un peu, le nom lui est déjà parvenu à nos oreilles, comme un nom mythique en marge d'une légende plus grande à venir, ou alors oublié de tous, sauf des plus grands sages et maîtres en tradition. Chapitre 4. Le mariage de Faramir. La suite du destin d'Éowyn est ici. Alors qu'elle rentre blessée du champ de bataille de Pelennor, elle rencontre l'intendant de la cité aux maisons de guérison, Faramir, fils de Denethor. Tous deux se promènent ensemble alors que l'armée de l'Ouest est partie pour la Porte Noire. Ils finissent par s'avouer leurs sentiments, les deux. Et ils se marient ensuite avec la bénédiction des rois de Gondor et Rohan, Aragorn et Éomer. Les jeunes mariés résident ensuite à Eminarnen, en Ithilien. Ainsi, Éowyn passe de vierge guerrière à princesse du Gondor et d'Eminarnen, parce que Faramir règne sur la principauté d'Ithilien. Chapitre 5. Morgoth. Le noir ennemi du monde dont Sauron n'était qu'un lieutenant. À la mention de son nom, les eaux s'assombrissent et même les elfes lèvent un regard rempli d'une terreur indélébile. Il fut le premier seigneur des ténèbres. Dieu prenant forme et tentant d'assouvir le monde de ténèbres. Il fut combattu par de grands noms tels que Fëanor, Fingolfin, Túrin, Beren ou Lúthien. Glorfindel et tant d'autres dans le Silmarillion, avant d'être défait et emprisonné au-delà des portes du monde par les Valar, les dieux. L'ombre commence à envahir cette région du monde. Les bruits des abysses se rapprochent, mais la lumière est encore à peine perceptible des niveaux au-dessus. Bienvenue dans les eaux sombres. Chapitre 1. Le départ de Sam. Il est dit qu'après plus de 100 ans en Terre du Milieu et le chagrin de la perte de sa femme bien-aimée, Sam eut la chance de bénéficier d'un voyage vers Valinor selon sa fille Elanor. Car, si peu de temps que ce fut, il porta l'anneau. Et son mal était inscrit en lui. Elanor fut la dernière à le voir en vie, alors que Sam partait en direction des collines des Tours. Il dit aller retrouver son maître Frodo en terre immortelle. Mais là est le côté
peut-être plus sombre de l'histoire. Il n'est jamais mentionné l'arrivée de Sam à Valinor, mais le voyage n'étant pas les jours. Ainsi, il est très probable que lorsque Sam arrive sur les rivages blancs, alors âgé de 102 ans, Frodo soit déjà décédé, car il aurait alors plus de 112 ans, un âge plus que respectable et au-delà de la moyenne pour un hobbit. Mais rien n'est mentionné à ce sujet. Après tout, du côté maternel de Bilbo, même si Frodo n'est pas directement lié à Bilbo, il y a une grande longévité. Espérons que Sam aura pu retrouver son maître pour écouler quelques années bien heureuses ensemble. 2. Sauron n'est pas mauvais. Au début des temps, alors que le monde était tout juste créé, Sauron, que l'on appelait à cette époque Mairon, a rejoint Aolé, le Valar responsable de la forge, des matériaux et des joyaux et minerais. La vertu de Mairon était son amour de l'ordre et de la planification, ainsi que de la coordination. Il n'aimait pas la confusion et le chaos. C'est pour ça que la forge était tout indiquée pour lui. D'ailleurs, il y devint si bon que personne ne pouvait rivaliser avec lui à la forge de matériaux, hormis le grand forgeron lui-même, Aolé. Mais son obsession pour l'ordre a progressivement éclipsé son amour pour les autres êtres intelligents d'Arda, qui bénéficieraient de sa planification. Celle-ci est devenue l'unique objet de sa volonté, la fin en soi. Il se mit à admirer la capacité de Melkor à réaliser ses projets avec rapidité et maîtrise, et si rapidement qu'il tomba sous son emprise. Ainsi, lorsque Morgoth fut vaincu et que Sauron s'excusa pour le mal qu'il avait commis, il est très possible que son repentir ait été en partie honnête au moins. Mais devant la peur du jugement des Valar, il s'enfuit et se cacha en Terre du Milieu, là où il fut rongé par ses anciens démons, et le Sauron que l'on connaît a pu émerger. Chapitre 3. Le massacre fratricide. Alqualondë, un nom qui résonne dans l'histoire des elfes de manière si sombre que tous voudraient l'oublier. Alors que Fëanor, grand nom des Noldor, menait l'exode de son peuple depuis Valinor, il fit une halte chez une autre branche des elfes, les Teleri, versés dans l'art de la construction de navires. Il leur demanda le prêt de navires, évidemment, ce que les Teleri refusèrent. Alors Fëanor ouvrit le feu et attaqua ses anciens alliés. Ainsi, Fëanor perpétra le premier massacre d'elfes par des elfes, marquant pour toujours les Noldor d'un terrible destin, tant en Valinor qu'en Terre du Milieu. Destin partagé entre autres par Galadriel, lui interdisant le retour au royaume immortel. Chapitre 4. Turin Turambar. S'il est une histoire de Beleriand que j'affectionne tout particulièrement, c'est celle des enfants de Húrin, un des meilleurs livres de Tolkien après Le Seigneur des Anneaux selon moi. Ce livre compte les aventures de Turin et Nienor, les deux enfants de Húrin et Morwen. Le jeune Turin est confié aux elfes de Thingol et Melian dans le beau royaume de Doriath. Là, le jeune homme devient influent et sage. Mais ses aventures le conduiront toujours à la ruine, suivies par une terrible malédiction que Morgoth a jetée sur son père et sur sa famille. Une histoire triste et à la fin tragique, incluant trahison, dragons, faits d'armes, nains et elfes. Chapitre 5. Ilúvatar. Au début, il y avait Eru, seul, unique, omniscient, tout-puissant, Ilúvatar, le créateur du monde, et Dieu au-dessus des dieux. Il créa le monde en musique en s'aidant des Ainur, dieu qu'il créa de sa pensée pour jouer la musique du monde qu'il avait en tête. Il sait tout et voit tous les destins. Il sauva les nains, influa sur le monde en de rares occasions, telles que par exemple la découverte de l'anneau par Bilbo, entre autres. Mais il reste entouré d'un brouillard de mystère. Certains disent l'avoir aperçu en forêt, en train de chanter et de danser. Mais nul ne serait assez hardi pour en être certain. La lumière ne nous parvient plus à ce moment-là, et les abysses se rapprochent. Les bruits étranges des créatures innommées nous entourent. Bienvenue dans les profondeurs. Chapitre 1. Utumno. Alors que le monde était éclairé par deux immenses lampes créées par Aolé entre autres, Illuin et Ormal, Morgoth, que l'on nommait alors Melkor, descendit sur Arda et y créa une puissante forteresse pour mener à bien ses plans. Utumno fut construite sous les montagnes de fer, là où la lumière d'Illuin et Ormal était faible et froide. Bien que les Valar ne le sachent pas encore, c'est de cet endroit que le fléau de la haine de Melkor s'est répandu, et le printemps d'Arda a été entaché. Utumno a été creusé très profondément,
avec des fosses remplies de feux et de grandes armées de serviteurs, des cavernes et des voûtes, cachées par la tromperie. En conséquence, les terres de l'extrême nord furent désolées pour de nombreux âges à venir. Utumno était d'ailleurs nommé en Sindarin Udun, à ne pas confondre avec la vallée d'Udun. Utumno fut détruite lors de la guerre que les Valar menèrent contre Melkor pour le bien des elfes. Les Valar attaquèrent en force, et jusqu'à ce qu'ils brisent les portes, Melkor se cacha dans la fosse la plus éloignée. Mais ils l'emmenèrent à Valinor en tant que prisonnier. Melkor fut ensuite enchaîné et retenu prisonnier. Chapitre 2. La chute de Nargothrond. Nargothrond était une puissante cité souterraine du premier âge, dirigée par Finrod, le frère de Galadriel évidemment. Elle fut construite pour rester en vie même après une victoire si totale de Morgoth en Beleriand qu'aucun elfe en aurait survécu. Mais à cause de la malédiction qui pesait sur l'un des généraux, Mormegil, le destin de la cité fut scellé. Turin était le vrai nom de Mormegil, et il commanda d'intensifier la guerre contre les orques au lieu d'utiliser le secret qui était l'apanage de Nargothrond jusque-là. Ce qui fut dévastateur, car ainsi Morgoth connut l'emplacement exact de Nargothrond et puis y envoyer son plus terrible serviteur, Glaurung, père de tous les dragons. La cité tomba et les morts furent tellement nombreux. Chapitre 3. Belegost et Nogrod. Les cités naines des montagnes bleues au premier âge. Elles étaient la plaque tournante du commerce entre l'Est et l'Ouest. C'est là que fut forgé Narsil par Telkar, l'épée que portera Elendil puis plus tard Aragorn, même si elle fut renommée Endoril, on est d'accord. Les deux cités ont un destin funeste, puisqu'elles furent toutes deux englouties et détruites en partie lors du cataclysme que fut la guerre de la Grande Colère. La plupart du peuple des nains habitant encore Nogrod et Belegost s'enfuirent pour Khazad-dûm, ce qui participa encore à l'essor de la cité. Chapitre 4. La Grande Colère. La guerre de la Grande Colère, ou la Grande Bataille, fut le dernier conflit des guerres de Beleriand, opposant l'armée des forces de l'Ouest à Morgoth. La dévastation causée par l'affrontement entre les deux camps a laissé le Beleriand en grande partie détruit, et à la fin, la majeure partie du pays a sombré sous les flots. Selon le compte des années, cette période a duré plus de 4 décennies. 5. L'Est et le Sud de la Terre du Milieu. À l'Est était le Rhûn, au Sud était le Harad. Peu de choses sont connues sur ces deux pays, si ce n'est que loin à l'Est se dressait la chaîne des Orokarni, les montagnes rouges dans lesquelles vivaient deux clans des nains. Les hommes qui vivaient là furent très tôt sous l'influence de Morgoth et des Ténèbres. Les gens des chariots faisaient aussi partie de ces peuples de l'Est. Certains des premiers hommes quittant Rhûn, après le réveil en île Dorienne, s'installèrent finalement à Arad et devinrent les ancêtres des Haradrim. Les historiens du Gondor pensaient que les Druedain venaient des terres du sud du Mordor, qu'ils tournaient vers le nord en Ithilien avant d'atteindre les côtes du Harad et qu'ils étaient les premiers hommes à traverser l'Anduin. La côte sud du Harad s'étendait beaucoup plus loin à l'ouest, avant la submersion du Beleriand, évidemment. C'est définitivement fini. La lumière a disparu, seuls des sujets très sombres et connus que d'un petit nombre subsistent ici. Bienvenue dans les abysses. Chapitre 1. Langue de serpent et cannibale. Il est rapidement fait mention, à la fin du Seigneur des Anneaux, que Frodo cherche son parent Lotho Saké de Besas alors que Saruman a pris possession de la comté et de Cul-de-Sac. Rien n'est mentionné très clairement, on est d'accord. Mais Saruman insinue que Grima a eu grand faim ces derniers temps et que, bien sûr, s'il sortait le soir, c'était pour observer les étoiles et qu'il ne ferait aucun mal à ce petit patron de Lotho. Mais il insinue aussi que Lotho n'a pas eu de sépulture décente. Sous-entendu qu'il n'y avait pas forcément grand-chose à enterrer. Donc, on ne conclut que Grima, affamé par Saruman, aura mangé Lotho et peut-être tué Lotho. 2. Dagor Dagorath. La bataille de toutes les batailles. Bien que celle-ci ne soit pas considérée comme canon, je pensais intéressant d'en parler ici, évidemment. Quand le monde sera beaucoup plus vieux et les dieux fatigués, Morgoth reviendra par la porte de la nuit et la dernière bataille sera livrée. Eonwë combattra Morgoth sur la plaine de Valinor, et l'esprit de Turin sera à ses côtés. C'est Turin qui, avec son épée noire, tuera Morgoth, et ainsi les enfants de Húrin seront vengés. En ces jours, les Silmarils seront récupérés de la mer, de la terre et de l'air. Maedhros les brisera, et Yavannar allumera les deux arbres avec leur feu.
et la grande lumière renaîtra. Ainsi, les montagnes de Valinor seront nivelées de telle sorte qu'elles s'étendront sur le monde, et les dieux, les elfes et les hommes rajeuniront, et tous les morts s'éveilleront à nouveau. C'est ainsi que la bataille est décrite dans les premiers essais du Silmarillion. Plus tard, elle changea un petit peu de forme. Ainsi, parla Mandos en prophétie, lorsque les dieux siégeaient en jugement à Valinor et que la rumeur de ces paroles fut murmurée parmi tous les elfes de l'Ouest. Lorsque le monde sera vieux et que les puissances seront fatiguées, Morgoth, voyant que la garde d'or, reviendra par la porte de la nuit du vide intemporel et détruira le soleil et la lune. Mais Eärendil descendra sur lui comme une flamme blanche et brûlante, le chassera des airs. C'est alors que la dernière bataille se déroulera sur les champs de Valinor. En ce jour, Tulkas luttera avec Morgoth, et à sa droite se trouvera Eonwë, et à sa gauche Turin Turambar, fils de Húrin, revenant du destin des hommes à la fin du monde. Et l'épée noire de Turin infligera à Morgoth sa mort et sa fin définitive. Et ainsi, les enfants de Húrin et tous les hommes seront vengés. Ensuite, la terre sera brisée et refaite. Les Silmarils seront récupérés de l'air, de la terre et de la mer, car Eärendil descendra et remettra la flamme qu'il avait gardée. Fëanor prendra les 3 joyaux, les brisera, et avec leur feu, Yavanna ranimera les 2 arbres, et une grande lumière jaillira. Les montagnes de Valinor seront aplanies, et la lumière se répandra sur le monde entier. Dans cette lumière, les dieux rajeuniront, les elfes se réveilleront, et tous leurs morts ressusciteront, et le dessein d'Ilúvatar s'accomplira à leur égard. Mais la prophétie de Mandos ne parle pas du destin des hommes de ce jour-là. Elle ne nomme aucun homme en dehors de Turin lui-même, à qui l'on donne une place parmi les fils des Valar. Chapitre 3. Tuor devient immortel. Tuor était un héros des hommes dans les dernières années du Premier Âge et le père d'Eärendil. Bien qu'étant un homme, il fut choisi par le Vala Ulmo comme maître de ses desseins. Il était le dernier espoir des Noldor face à l'anéantissement par les forces de Morgoth. La vie de Tuor coïncida avec la défaite finale des Edain, nom donné aux hommes, amis des elfes, et des Noldor en exil face aux forces de Morgoth. Il passa sa jeunesse en tant que réfugié et hors-la-loi, avant d'être guidé par le Vala Ulmo jusqu'à la cité cachée de Gondolin. Là, il s'attira les faveurs du haut roi Turgon et épousa sa fille, Idril. Échappant à la chute de Gondolin, il se rendit avec sa famille aux bouches du Sirion. Après y avoir séjourné suffisamment longtemps pour voir Eärendil devenir adulte, Tuor succomba finalement à son désir de la mer, et avec Idril, il quitta la Terre du Milieu pour l'Ouest. La tradition des Noldor veut qu'il soit le seul homme à être entré en Valinor et à avoir obtenu le don d'immortalité des elfes. Voilà encore une preuve qu'Ilúvatar est intervenu dans le destin du monde. Chapitre 4. Banazir, Maura, Kalimak et Razanur. De bien étranges noms pour des gens que l'on connaît très bien. Il s'agit simplement là des noms de Sam, Frodo, Merry et Pippin, dans leur langue natale. Peu de choses sont connues à ce sujet, si ce n'est que l'écrivain s'est posé lui-même en tant que traducteur d'un mythe dans une autre langue ancienne qui serait le Westron. Chapitre 5. Arda était plate. Eh oui, à l'origine, Arda était plate comme une assiette. Les continents étaient encerclés par Ekaya, la mer encerclante, et le grand continent d'Aman, situé le plus à l'ouest, se composait principalement de 2 éléments géographiques, la plaine de Valinor et les montagnes Pelori. Le Taniquetil était la plus haute montagne de cette chaîne et du monde. La grande mer de Belegaer séparait Aman des terres situées à l'est. De l'autre côté de Belegaer s'étendait la Terre du Milieu, également connue sous le nom de Endor ou Terre d'en haut. L'ouest de cette masse terrestre s'appelait Beleriand, le nord Dor Daedeloth et l'est Palithor. Selon les premières cartes de Tolkien, c'est à Palithor que se trouvait la grande mer intérieure d'Elkar et les rivages de Cuivienen. À l'extrême nord-ouest, la Terre du Milieu était reliée à Aman par un immense détroit gelé que l'on appelait Elkaraxé, un endroit mortel, froid et dangereux que traverseront de nombreux Noldor dans le futur. Rien ne subsiste ici, ni les bruits des abysses, ni les odeurs, ni la vision, hormis celle fugace de quelques derniers sujets qui peut être aperçu, car ils génèrent leur propre lumière. Chapitre 1. Tevildo. Tevildo était le nom du chat de Morgoth. Bien que retiré du canon de l'histoire finale,
Il était présent dans l'histoire de Beren et Lúthien et s'opposait à Huan, le grand chien de Valinor, qui lui est resté. Les restes de Tevildo sont à chercher du côté de Sauron si vous voulez les retrouver, qui le remplacera dans les versions les plus avancées du légendaire. Chapitre 2, A New Shadow. Une suite obscure au Seigneur des Anneaux. Sous le règne d'Eldarion, roi du Gondor et fils d'Aragorn, les événements de la guerre de l'anneau ne sont plus que des histoires rarement écoutées par le peuple de Gondor, ne s'attardant que comme une ombre sur la petite enfance de ceux qui ont vécu pour en être témoins. L'un des hommes était Borlas de Penarduin, le fils cadet de Beregond. Dans son jardin, au bord de l'Enduin, en vue de Minas Tirith, il discute avec un jeune homme nommé Saelon. Borlas parle de la présence constante du mal dans le cœur des hommes, d'un arbre sombre qui ne peut être abattu à jamais, tandis que Saelon est dubitatif. L'homme se souvient de la fois où Borlas l'a grondé dans sa jeunesse pour avoir gaspillé des fruits non mûrs de son jardin, les qualifiant de travail d'orque, au grand mépris de Saelon à l'époque. Borlas lui répond que la mauvaise utilisation des fruits non mûrs prive le monde et empêche une bonne chose de se réaliser. Saelon évoque l'habitude qu'ont les hommes d'abattre des arbres pour leur propre usage, ce à quoi Borlas répond que si le bois est utilisé à des fins décentes, il n'est pas gaspillé, et donc il n'y a pas de mal. Borlas se lasse de la conversation, mais Saelon souhaite poursuivre leur discussion sur la nature de la croissance du mal. Saelon prétend que ce ne sont pas les souvenirs de son enfance qui ont déclenché leur discussion sur l'arbre noir, mais qu'il a dû entendre parler d'Erumor. Saelon poursuivit en disant qu'un nombre croissant de personnes ne sont pas satisfaites des jours qui ont suivi la mort du grand roi. Le grand roi, c'est Aragorn, évidemment. Borlas demande ce que l'agitation croissante prévoit d'accomplir, ce à quoi Saelon demande comment Borlas en est venu à connaître le nom d'Erumor. Après un désaccord sur la question de savoir qui doit répondre en premier, Saelon propose à Borlas de lui en dire beaucoup plus et tout ce qu'il souhaite savoir s'il le rejoint à la tombée de la nuit, vêtu de noir. Sur ce, Saelon quitte le jardin de Borlas. Resté seul, Borlas pense à son fils, Berelach, un ami de Saelon, et aux nouvelles de l'Ethir-Enduin concernant la disparition de navires. Il rentre dans sa maison, sentant, comme il le semblerait, l'odeur du vieux mal qui revient dans le monde. Ainsi débute et termine l'ébauche de A New Shadow et de la nouvelle ombre qui n'a jamais été terminée par l'écrivain. Chapitre 3, Les choses sans nom. Loin sous les plus profondes galeries des nains, rampent des choses qui n'ont pas de nom. Gandalf a affirmé que ces choses sans nom sous Arda étaient plus anciennes que Sauron, suggérant qu'elles étaient vivantes avant l'arrivée physique de certains Maiar en Arda. Certaines de ces créatures étaient dites plus gluantes que les poissons et préféraient vivre dans l'obscurité. On sait qu'elles ont habité les grottes situées au cœur des montagnes dès les jours anciens, lorsque les orques des monts brumeux creusaient autour de la ville des gobelins, creusant de nouveaux tunnels, agrandissant et rejoignant ceux qui existaient déjà. Leurs propriétaires d'origine se retiraient dans les profondeurs, d'où ils ne voudraient absolument pas être tirés, et surtout rester inconnus de tout le monde. Malheureusement, on ne connaît pas grand-chose sur ces choses sans nom. Selon Gandalf, le fléau de Durin avait appris à naviguer dans les tunnels des choses sans nom lors de son long séjour en Moria. Après que les deux soient tombés du pont de Khazad-dûm dans le lac souterrain, le Balrog s'est enfui par ces tunnels. Gandalf le poursuivit de près, persuadé que sa connaissance des tunnels était son seul espoir de s'échapper. Leur poursuite les mena au pied de l'escalier sans fin, qu'ils gravirent pour finalement émerger au sommet de Zirak-Zigil. Mais rien d'autre n'est dit ou su de ce sombre secret indicible qui rampe sous le monde. D'ailleurs, vous saurez que, petite anecdote personnelle, la première fois que j'ai entendu parler et que j'ai vraiment lu sur ces sombres tunnels et des choses sans nom, j'en ai rêvé pendant très très longtemps. Je rêvais de tunnels sombres et d'un Balrog qui se baladait devant moi. J'aurais été un peu à la place de Gandalf si vous voulez bien. Et ce rêve me hante encore de temps en temps, non qu'il me fasse peur ou quoi que ce soit, mais c'est une inspiration quand j'écris des paroles de chansons ou des choses comme ça. Et c'est pour ça peut-être que j'aime écrire beaucoup de choses où les gens sont perdus dans le noir. Chapitre 4, Zilbirafa. Le plus grand secret de tous, Zilbirafa. Un nom aux consonances étranges et empli d'un terrible mystère. Très peu de choses sont sues sur ce nom, si ce n'est une évocation, environné de fumée. Il est un homme qui vécut du temps du Seigneur des Anneaux, et bien que son importance soit mineure, il est au courant de nombreux secrets du Nord,
tels que l'état de la comté avant le retour des hobbits, ou le rôle des rôdeurs et leur ascendance un peu plus haute que la moyenne. Mais beaucoup le connaissent sous un autre nom. Prosper Poire de Beurré. Effectivement, il s'agit du nom en Westron de Prosper Poire de Beurré. Je trouvais hyper drôle de finir l'iceberg, genre on parlait des choses son nom juste avant, un truc horrible dont on a très peu d'informations et tout, et de finir par Prosper Poire de Beurré, littéralement l'aubergiste de Bray. C'est juste une blague, hein, vous inquiétez pas. Par contre, le nom est réel, hein, je veux dire, il s'appelle vraiment Zilbirafa. C'est vraiment son nom en Westron, ça c'est une vérité. Je sais que j'ai pas traité l'intégralité du lore, évidemment, ça aurait pris 4 heures, vous imaginez, voire même plus encore. Du coup, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous auriez mis à quel endroit et puis quel est un fait que vous auriez voulu voir et que vous avez pas vu dans la vidéo. Peut-être qu'il y aura de quoi faire un épisode 2, qui sait, un deuxième iceberg. Et voilà, on continue, on va commencer à faire une chaîne d'iceberg du Seigneur des Anneaux. Je suis sûr qu'il y a de quoi en faire 10, tellement il y a de choses à dire sur le Seigneur des Anneaux. Enfin, j'en suis à quasiment 200 vidéos de lore, vous le savez depuis le temps. Enfin bref, en attendant, n'hésitez pas à suivre la chaîne, à aller chercher un t-shirt ou autre sur ma boutique, parce que pour le moment elle est ouverte et puis je pense qu'il y a des choses qui pourraient vous intéresser dessus. Et moi je vais vous dire, on se retrouve à Arcana Festival très bientôt. Si vous voulez voir le Lego Foncombe en vrai, j'essayerai de l'amener au mieux. Et j'aurai une conférence qui va parler de la création du monde et l'Ainulin Dale. Du coup, n'hésitez pas à venir, c'est à Morges en Suisse. Ce serait l'occasion d'en faire un petit voyage et tout ça. Partagez ma vidéo autour de vous pour qu'elle atteigne le plus grand nombre, ce serait super cool. Je sais en plus que c'est un format qui est hyper facile d'accès, l'iceberg, et qui pourrait peut-être donner une passion à quelqu'un. Du coup, merci de m'avoir écouté. Merci à toutes celles et ceux qui vont prendre le temps de partager. Merci à ceux et celles qui me soutiennent sur Tipeee encore et toujours tous les mois. Vous me faites méga plaisir et vous m'aidez beaucoup plus que ce que vous pourriez le croire. Et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!